dimanche matin, j'ai eu le malheur de les sécher au sèche-cheveux un peu pour qu'ils sèchent plus vite vu qu'il fait froid. Et du coup, je pense que je ressemble un peu à... Vous voyez, genre une... Comment on dit? Une choucroute. Vous voyez, genre... Enfin, je sais pas si c'est ça le terme, mais... genre, mes cheveux sont gonflés, donc ça se trouve ça va pas. Ça se trouve ils vont m'agacer, donc ça se trouve au cours de la vidéo ils vont être attachés et ça se trouve ce sera pire, pas mieux. Bref. Ne vous focalisez pas sur ça, focalisez-vous sur ce dont je vais vous parler. Parce que, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse mon bilan lecture du mois de novembre, du coup, qui arrive, j'allais dire un peu tard, mais on est que le 9 décembre, donc ça va. J'ai eu, voilà, parce que entre temps j'ai préféré mettre en priorité les vidéos recommandations cadeaux Noël pour que, voilà, si vous avez commencé à vous en occuper assez tôt pour pas être en train de courir dans les magasins au 24. Voilà, c'était une question d'organisation. Ensuite, je vous ai présenté ma palle de décembre. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait mieux comme rythme. Et puis, poster ce bilan du mois dernier, le 9, je trouve que voilà, on n'est pas encore trop dans l'excès. Hein. Alors, l'avantage, c'est que ça devrait aller vite parce que je vous avais fait un update lecture de mi-mois courant novembre où je vous ai présenté la plupart des livres. En soi, après, c'est pas que j'ai pas beaucoup relu, mais comme vous le savez peut-être, je participais au Hunger Books Challenge sur Bookstagram. Et alors, je n'ai pas gagné malheureusement parce que je n'ai pas été assez stratège. J'ai voulu penser pratique, enfin j'ai trop réfléchi sur des trucs qui n'avaient pas d'importance. Donc voilà, j'ai quand même fait top 10 sur 48. Donc on peut dire que ça aurait pu être pire, mais j'ai découvert plein de personnes, j'ai découvert vraiment l'univers des challenges parce que jusque-là j'en avais fait sur Booksta, mais plus... Enfin, c'était plus individuel, là c'était vraiment individuel mais à la fois en groupe, donc voilà. Du coup, le Hunger Books Challenge, on devait lire pas mal de livres, vite et tout, etc. Et du coup j'ai fait... Comme je vous l'ai dit sur Booksta, j'ai fait pas mal de relectures et de lectures qui étaient hors de ma palle, donc que je vais pas vous parler ici parce que, entre guillemets, c'est pas des lectures qui comptent. Je les ai lues parce qu'il fallait les lire pour le challenge, mais là je vous parle que des livres qui étaient dans ma palle et que j'ai lus et qui ont eu un impact, que j'ai chroniqué sur le compte pour certains. Mais voilà, c'était des livres qu'il fallait que je lise parce qu'ils étaient là et je me suis pas embêtée, enfin... je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire, genre ça se trouve j'ai peut-être lu, je sais pas, 35 livres et je vais vous en présenter qu'une vingtaine. Et voilà, mais après j'ai lu des Annie Ernaux, Jean-Paul Sartre. Je pense pas que ce soit des livres qui intéressent d'être parlés ici. Après si vous voulez mon avis dessus, n'hésitez pas, je serais ravie de vous les donner. Mais du coup, aujourd'hui je vous parle principalement des lectures qui m'ont marqué. Donc soit des sites de séries, des tomes uniques, enfin voilà, vous allez comprendre de toute façon. Je vais du coup m'étaler un peu plus sur ceux que je vous ai pas présentés dans l'update. En revanche, pour ceux que j'ai présentés dans l'update où j'ai fait des avis détaillés, bah, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous renvoie sur cette vidéo là parce que du coup ici je vais être très concise, je vais pas faire de résumé vraiment détaillé. Donc voilà, on va commencer de suite avec le plus gros morceau de mon mois de novembre. J'ai sorti de mes étagères la saga de l'apprenti épouvanteur, donc ce que j'en avais. Donc j'allais dire je suis à jour, c'est faux, mais je suis à jour en tout cas dans ce que j'avais dans mes étagères. Voilà, on va préciser ça. Donc j'ai repris à partir du 2 parce que le 1 était encore assez frais dans ma tête. Donc voilà, le 2, quand j'ai commencé à lire, ça m'est revenu, mais j'ai préféré voilà, continuer. En plus c'était l'un de ceux que j'ai préféré, donc sur ça voilà. Donc dans l'update lecture, je vous avais présenté les 2, 3 et 4 il me semble, et du coup depuis sur la fin du mois j'avais lu le 5 et le 6. Donc le 5 je l'ai bien aimé aussi parce que notre personnage principal Tom est envoyé chez un autre épouvanteur, donc on est dans un cadre totalement différent avec des personnages différents aussi, donc on prend l'intrigue sous un autre angle que j'ai beaucoup aimé. Pareil, il y avait encore des petits passages un petit peu dégueux, mais j'ai envie de vous dire que ça a marché. Et le 6, alors le 6 m'a laissé un petit peu mitigée parce que Tom va devoir aller dans un autre pays. J'en dis pas plus concernant les tenants et les aboutissants parce que sinon je spoil un peu ce qui se passe dans les autres tomes. Mais ceux qui ont lu vont voir de quoi je parle.
Donc, je disais, Tom va devoir se rendre dans un autre pays pour combattre toujours l'obscur, donc l'ennemi principal. Mais j'ai trouvé que c'était un peu... Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un changement de pays, continent, environnement, paysage, etc. Et que du coup l'Angleterre profonde m'a manqué. Mais j'ai trouvé que celui-là était un petit peu lent, un petit peu... Ouais, il m'a laissé un avis un peu mitigé. Mais sur la fin, c'est vrai qu'il y a des personnages qu'on retrouve, que j'ai bien aimé retrouver dans cette position. Mais après, l'intrigue principale de ce tome-là m'a pas convaincu plus que ça. Mais je continuerai quand même la série parce que j'adore toujours suivre les aventures de Ethan. Alors oui, pareil, un livre dont je vous ai parlé dans le date. J'ai continué avec le tome 2 de Journal d'un vampire, cette mascarade en papier, de papier. Comme je l'ai dit dans mon update, j'ai bien aimé parce que c'est comme un page turner hein, pour l'époque. Franchement, ça fonctionne, ça se lit tout seul. Il y a pas, c'est du dialogue, les pages se tournent très vite, c'est pas hyper complexe. Mais c'est sûr qu'à côté de la série, Mamma Mia, là c'est plus des libertés qu'on a pris, c'est vraiment. On a juste pris des prénoms à la limite, mais c'est fou le fossé qu'il y a entre les deux. Et même si j'ai trouvé ça un peu grotesque, un peu absurde sur certaines choses, je continuerai parce que j'ai vraiment envie de voir jusqu'où ça a été les choses, les modifications, etc. On ne s'arrête pas juste au fait que là, ici, Elena va être blonde aux yeux bleus et dans la série, elle est brune aux yeux bruns. Mais il y a plein d'autres choses et j'ai envie de voir jusqu'où et pousser la farce, hein, sans être médisante. Après, je vous avoue que, de mon point de vue, c'est ce que je disais dans mon update, j'ai un peu de mal à me dire qu'il y ait des gens qui étaient scandalisés par la série après avoir lu ça, parce que ça voudrait dire qu'ils ont trouvé ça très bon. Et ou alors est-ce que c'est parce que moi j'ai vu plus de fois la série et donc là ça me laisse un petit peu dubitative. J'ai pas l'impression que ça m'ait fait ça pour d'autres choses à part les sangs. Effectivement, mais les sangs c'est quand même un cran au-dessus niveau catastrophe. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu cette série avant de voir la série ou... Enfin voilà, pour ça, vous pouvez aller voir dans mon update, j'en parle un peu plus en détail, mais ça m'a pas transcendé, mais ça m'a un peu fait rire. Enfin, vous voyez, je le lis avec du second degré, je lis pas en pointant sur un petit carnet chaque chose qui va pas, chaque chose qui diffère par rapport à tel épisode, par rapport... Non, je le lis vraiment avec beaucoup de recul et pour me faire mon expérience personnelle, mon expérience sociale. Voilà. Ensuite, un autre livre dont je vous ai parlé dans l'update, c'est Le Dernier Royaume, acte 4. Donc pareil, comme pour les pointeurs, je suis à jour de ce que j'ai sur mes étagères, mais il reste 2 tomes, dont le 6e qui n'est pas traduit, donc aïe aïe aïe, petit hic. Mais ça ne va pas m'empêcher de me procurer le 5 l'année prochaine, je pense, et le lire parce que c'est encore un tome que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est mon préféré jusqu'ici. J'aime beaucoup l'évolution et la tournure que ça prend. Je suis curieuse de voir parce que les tomes 5 et 6, quand j'avais fait mes recherches, notamment sur le 6, les gens disaient il n'est pas traduit, mais bon, pour traduire un truc comme ça, c'était peut-être mieux l'éviter. Après, moi, je crois que j'en ai pas d'update, mais les maisons d'édition qui vont publier 4 tomes ou 5 tomes et que le dernier ils vont pas le publier, à un moment faites un effort. Ok, ça va peut-être pas marcher pour votre business, au pire faites-le dans un nombre limité, mais pensez aux gens qui ont aimé une série quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est pas cool. Genre, ça le fait avec plein de séries, même actuelles. Donc je trouve ça vraiment dommage, ce côté de business sur les bouquins, qui fait qu'on va avoir 1 ou 2 tomes, des fois seulement 1 et puis la suite elle sort jamais parce que la maison d'édition estime que ça n'a pas fonctionné. Ensuite, alors ça c'était ma première lecture du mois de novembre, j'avais lu Une couronne de lierre et de verre, donc c'est le premier tome de Claire Legrand. Bonne lecture mais longue lecture. Dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à lire, alors que c'est pas le rythme qui me manquait ou quoi, j'ai trouvé, oui il y avait 2-3 longueurs, mais c'est pas ça qui m'a grillé, mais je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était écrit plutôt petit ou quoi, parce que j'avais envie d'y revenir, mais j'avais du mal une fois dedans à lire plus de, je sais pas, 50-60 pages à chaque fois. Donc là pareil, sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait des avis très très mitigés, comme quoi l'héroïne était auto-centrée sur elle-même, elle était détestable, l'intrigue était nulle, c'était mal écrit, enfin
Moi honnêtement, la nana Gemma, je vous l'ai dit dans mon update, elle est atteinte d'une maladie qui fait que, contrairement à toute sa famille, elle ne peut pas approcher la magie, elle ne peut pas s'en servir parce que ça la rend malade. Elle est pas victime, mais elle fait de la dépression, de l'anxiété, elle fait des crises d'angoisse. J'ai envie de vous dire, si la seule chose qu'elle a pour elle-même c'est son physique et qu'elle veut avoir confiance en elle et organiser des soirées mondaines, bah qu'elle le fasse. Enfin moi il n'y a rien qui m'a choquée, en plus elle était très sympa avec les autres protagonistes, elle pensait pas qu'elle, donc elle n'était pas égoïste. Donc j'ai vraiment pas compris ce qu'on reprochait à ce personnage. Après pour ce qui est de l'intrigue, il y a des choses qu'on voit venir dès le début, voilà. Parce que forcément il y a un love interest et il est un peu fadasse. Au début, je l'ai trouvé vraiment cool. La romance, je l'ai trouvé très cool. Après, à un moment, c'est plutôt le bureau des chouinements. Ça fait que chouiner. En mode, ah oui, je suis désolée. Ah, mais c'est pas grave, je t'aime quand même pour la vie. Ouais, mais tu devrais pas m'aimer pour la vie. Ouais, mais tu m'aimes quand même. Ouais, bon, bah, on s'aime alors. Pitié. Vraiment. Donc voilà, sur ça, l'aspect romance, c'était un petit peu. C'était coup-ci, coup-ça. Après, j'ai bien aimé les personnages secondaires, donc c'est pour ça que je lirai aussi la suite parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont vraiment très très cool. La plume de l'auteur m'a pas dérangé, moi j'ai trouvé que c'était chouette. Concernant les trigger warnings, il y a de l'automutilation, la représentation de dépression, anxiété, on a de la violence. Enfin, pour ce qui est du côté automutilation, dépression, anxiété, crise d'angoisse, j'ai trouvé que c'était très bien représenté. Donc c'est un point fort du livre selon moi. Après voilà, on nous le vend un petit peu comme, je sais pas si c'était écrit là-dessus ou si c'était sur le bandeau, mais on nous le vend un peu comme un mixte entre ACOTAR et les Bridgerton. ACOTAR peut-être et encore, voilà. Mais alors les Bridgerton, on a 2-3 soirées mondaines et encore c'est pas des grands balles, donc voilà. Moi c'est ce que j'espérais retrouver un peu plus et que j'ai pas vraiment retrouvé. Mais sinon dans ça, j'avais pas de gros points négatifs sur ce bouquin. Voilà, excusez-moi les gens qui sont anti une couronne de lierre et de perles, mais moi ça m'a pas dérangé. Qu'ai-je lu? Ah oui. Alors j'ai commencé la série Blackwater que j'avais sur mes stagiaires, les 2 premiers tomes. Dans l'update, je vous ai parlé du premier, ensuite j'ai lu le 2 en fin novembre. Et mon avis reste pour l'instant inchangé, je suis toujours autant convaincue et conquise par cet univers. Dans le 1, je vous présente ça comme un ovni, un peu saga familiale avec une ambiance un peu parfois dérangeante, malaisante, un peu mystique, horrifique sur certains aspects. On a des scènes un petit peu plus gore dans le 2 que dans le 1, donc attention quand même si vous lisez. Il y a une scène, moi, qui m'a un petit peu, genre, même 2 scènes, j'étais là, calmons-nous, un petit peu moins de son s'il vous plaît. Mais j'ai apprécié retrouver les personnages, voilà, saga familiale, on est à Perdido, on retrouve notre... je sais plus exactement si... mais ça reprend quasiment, ouais, on n'est pas perdu après le livre 1, enfin la fin du 1, ça s'enchaîne bien. Ça reprend pas direct après la fin du 1, je crois pas. Mais on doit avoir une élite, mais moi ça m'a pas perdu. J'ai beaucoup aimé retrouver la famille... comment elle s'appelle? La famille Casquet, c'est ça, parce que je vais dire Casalé, mais du coup c'est pas ça. Mais j'ai aimé retrouver la famille Casquet. J'ai trouvé que le personnage d'Oscar dans ce tome 2 était un petit peu plus affirmé, ça j'ai bien aimé. J'ai également bien aimé la présence des enfants et pareil l'affirmation aussi de la sœur de Oscar, j'ai plus son prénom. J'ai pas retrouvé son prénom, mais j'ai bien aimé aussi l'évolution, voilà, de la sœur. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vraiment une série très... En fait, l'auteur sait faire en sorte qu'on veuille lire la suite. En plus, c'est court, ça fait genre même pas 300 pages. Donc ça se lit vraiment très très vite. Ce que je dis dans mon update, j'aurais eu les autres, je pense que j'aurais pu les enchaîner. Donc je pense que je ferai pas traîner cet achat, j'avoue, de ma wishlist. Mais voilà, je vous conseille, voilà, donc quand même une petite attention sur certaines scènes. Mais pour l'instant, ça part en très bonne voie pour devenir une de mes séries préférées. Voilà, et puis ça change saga familiale, on n'a pas d'entre-deux-guerres ou quoi, on est vraiment sur totalement autre chose. Donc c'est vraiment très intéressant à lire et c'est très bien écrit, c'est une écriture un petit peu envoûtante, un petit peu poétique j'ai trouvé. Donc c'est vraiment très chouette. Qu'ai-je lu aussi? Ah oui, donc je vous avais présenté le tome 2 de Magic Charlie. J'ai beaucoup aimé replonger dans l'univers, je m'y suis très bien retrouvée, j'ai pas eu de mal, j'avais vu un résumé spoilant du tome 1 avant. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'action dans celui-ci.
l'aspect sans fouettard était très sympa. J'ai commencé le 3e ce mois-ci, donc je vais finir la trilogie là. Le début du 3e me plaît bien, on reprend direct après la fin du 2 et j'ai beaucoup aimé la fin du 2. On a des révélations vraiment très chouettes. Donc non, c'était pas, il n'a pas suivi le syndrome du 2e tome où on a un essoufflement. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été très convaincue par ce tome 2. Il y a un coup dans la boule de Noël, heureusement elle est pas fragile celle-ci. Ensuite, en fait je me rends compte que j'en avais présenté quand même beaucoup dans l'update lecture. Donc là, normalement mon bilan devrait pas faire 1h30. C'est vraiment fantastique, s'il pouvait faire 40 minutes ce serait merveilleux. Ah oui. Si vous me suivez sur Bookstar, vous aviez sans doute peut-être vu mon avis un petit peu tranché sur le premier tome du Pont des Tempêtes, où voilà, Lara m'avait un petit peu exaspérée. C'était vraiment une héroïne nulle au possible, vraiment, j'ai trouvé pas fut-fut, manque de logique, enfin creuse, alors qu'on ne la présentait pas du tout comme ça. Arène, je l'avais bien aimée, mais j'avais surtout eu un gros coup de cœur pour les personnages secondaires. Et du coup, je me suis dit que j'allais laisser une deuxième chance, donc avec le tome 2. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai lu La Reine Traîtresse et ça m'a réconcilié avec la série parce que dans ce tome-ci, j'ai trouvé ce que j'aurais aimé voir dans le premier, notamment concernant le personnage de Lara, où là, on a vraiment une femme qui s'assume, qui est indépendante, volontaire, réfléchie, qui pense aux autres. Ouais, ce tome m'a complètement convaincue. On reprend quasiment après la fin des événements de la fin du tome 1. Et celui qui m'aurait dérangé à la limite c'est Arène parce que je l'ai trouvé vraiment très casse-pied, notamment concernant Lara. Je trouve toujours que la romance, il n'y a pas d'alchimie entre eux, je trouve que vraiment ils sont pas foufou. Je pense que Lara, elle pourrait trouver mieux dans les potes d'Arène, vous voyez, pour vous dire. Et Arène, ouais, j'ai trouvé qu'à des moments, il voulait un peu objectiver Lara en mode la surprotéger. Tu devrais pas faire ça, laisse-moi faire, je vais te protéger, nan nan nan. Et c'est ce qu'elle fait. À un moment, monsieur, laisse-la tranquille. Toi, en plus, t'es faible parce que t'es blessée la plupart du temps, donc rabat ton caquet. Mais voilà, en plus, pareil, les personnages secondaires, on en a des nouveaux dans celui-ci, j'ai adoré. Je vais pas vous dire parce que je pense que ça spoil le tome 1 un peu. Enfin, je pense pas, mais voilà, je préfère pas en dire. Mais j'ai beaucoup aimé tout le panel des personnages secondaires, le trope un peu fan family et tout, ça j'ai vraiment adoré. Après, voilà, au niveau de l'intrigue, il y a un truc qui est un peu expédié en 2-2, comme ça m'a fait dans la fille du roi pirate. On a des intrigues qui sont censées être grosses et elles sont un peu réglées comme ça, en 4 pages. Moi, ça me gêne un peu, ça pourrait être un petit peu plus complexifié, un petit peu plus étendu. Pareil, on a un passage à un moment, comme je disais dans mon update, les requins, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était un petit peu tiré par les cheveux, hein. Mais voilà, j'ai été très convaincue. Après, voilà, il y a un personnage dedans qui s'appelle... mais comment elle s'appelle j'ai pas retrouvé le prénom en lui-même, mais il a une consonance un peu... moi, quand je l'ai lu, c'est, vous savez, comme des fois vous inversez des lettres sur un prénom ou un mot et que ça en donne un autre, et moi, du coup, ça faisait ça avec ce prénom. Et mon cerveau l'a lu Brownie à chaque fois. À chaque fois que son prénom apparaissait, je lui lisais Brownie et du coup ça cassait un petit peu le truc parce que vu le personnage que c'est, Brownie c'est trop doux, vous voyez. Mais du coup voilà, ça m'a fait rire, c'était la petite anecdote du moment. Mais ça c'était une très très bonne lecture. Pareil, autre très bonne lecture, même coup de cœur, évidemment, je vous en ai parlé très en détail dans mon update. J'ai lu Threads of Power de V.E. Schwab, donc, qui est le nouveau livre dans l'univers de Shades of Magic. Et c'était un plaisir. J'avais peur, je m'étais pas trop penchée quand j'avais vu la sortie, j'avais vu que c'était dans l'univers de Shades of Magic, mais je me suis dit, ça se trouve, comme ça se passe 7 ans après les événements du dernier tome, je me suis dit, nos personnages ils vont être évoqués par rapport à ce qu'ils ont accompli dans Shades of Magic, mais on va avoir des nouveaux personnages, ça va être totalement autre chose. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, nos personnages nos personnages de Shades of Magic sont personnages principaux dans Threads of Power et c'est trop bien parce qu'en plus on a des nouveaux persos qui sont cool comme Tess, mais on a aussi nos anciens personnages et je trouve ça trop chouette. Genre Vicious, elle est faite pour Shades of Magic. Moi de toute façon, comme je vous le disais dans les bêtes, j'ai essayé Vicious, ça n'a pas fait. Le côté anti-héros et tout, j'ai trouvé que c'était très antipathique. Il devait y avoir un ou deux personnages qui m'ont plu, mais j'ai trouvé que c'était un univers vraiment... J'avais pas d'empathie pour rien du tout, j'ai pas accroché. Je crois qu'elle... Non, c'est pas elle qui a fait The Dual Song. Enfin, le truc là avec le violon et tout aussi.
The Savage Song, je sais pas. Bref, ça j'ai pas lu, CCL j'ai pas lu. Et j'ai lu La vie invisible d'Addie LaRue et pire lecture l'année dernière. Enfin, pire lecture l'année où je l'ai lu. Vraiment, pour vous dire, j'avais même pas rendu le livre, comme je vous l'ai dit dans l'update, je l'avais donné carrément. Mais c'était horrible, vraiment. Mais après, je pense que c'est la Dark Academia qui est pas pour moi, je vais vous en reparler après. Mais trop contemplatif, il se passait rien. Addie, elle était fadasse, elle était chiante. Henry, il était chiant aussi. Il se passait rien du tout. Le seul personnage intéressant, c'était Luke et sa relation avec Addie, mais au final, on n'a rien eu de tout ça, on ne voyait quasi pas. Enfin bref. Donc moi je suis à côté de ça, coup de cœur pour Shades of Magic et du coup ça forcément ça m'a plu. Je peux que vous le conseiller. Évidemment je vous conseille de lire Shades of Magic avant parce que sinon vous allez avoir peu de surprises si vous le lisez après parce que vous allez être spoilé de plein de trucs, que ce soit des relations, des révélations, des intrigues. Donc voilà, je fonçais sur Shades of Magic pour pouvoir lire celui-ci après parce que c'était vraiment top. Sur un ton un petit peu plus léger, j'ai lu les tomes 5 et 6 d'Agatha Raisin. J'ai pas le 5 avec moi parce que quand j'avais voulu l'acheter en librairie, le dos était cassé. Donc comment ça, vous laissez des livres dos cassés en rayon? Mais c'est pas grave. Alors, le 5, du coup, je n'ai plus le titre, c'était Vive les mariés ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai un insert de la couverture. Mais je l'ai bien aimé, j'avais trouvé très drôle. Il m'avait un peu réconcilié parce que le 4 m'avait laissé un petit peu en demi-teinte. Le 5 j'ai apprécié, j'ai aimé la tournure des événements parce que dans le 4 il se passait un truc, j'étais là en mode quoi. Le 3 que j'avais trouvé hilarant, le 4 m'avait laissé un petit peu de marbre, que ce soit au niveau de l'entrée ou de l'humour ou quoi, mais il y avait un élément qui se passait qui était l'élément central du tome 5 et du coup je savais pas si ça arrivait trop vite, si ça arrivait pas assez vite, si c'était ok ou pas ok, mais vu comment ça a été traité dans le tome 5, rien à redire. Et dans le 6, comme avec le tome 6 de l'épouvanteur, on change de pays. Donc là, on suit Agatha Raisin à Chypre. À Chypre. Et bah, je sais pas si c'est parce que, encore une fois, j'ai un dépaysement qui, du coup, comme là c'est un cosy mystery, donc techniquement, quand il se passe une intrigue dans les autres tomes, on est dans notre petit village, dans notre petit Cotswold. Et donc on a tous nos personnages, toute notre population. Et dans celui-ci, du coup, comme on n'y est pas, on n'a pas tous nos personnages habituels. Donc, il va y avoir un échange de télé, un appel, vous voyez, mais c'est tout. Et du coup, ça m'a un petit peu, voilà, j'ai été un petit peu sortie de l'univers de base. Après, ouais, ça restait quand même assez drôle, mais pas non plus dans mon top des préférés. Voilà, donc je continuerai bien sûr, de toute façon il y en a encore une trentaine qui m'attendent. J'ai lu Hésitation de Stephanie Meyer, toujours des vampires, et comme pour Journée d'un vampire, le côté livre, adaptation m'a un peu fait tiquer, dans le sens où je vous dis dans le date, Hésitation c'est mon adaptation préférée en film. Et comme dans le film on a un point de vue omniscient, on a vraiment une vue d'ensemble et donc on a beaucoup d'action. Et comme dans les livres on est sur le point de vue de Bella, on n'a pas tout le côté nouveau-né, grosse bataille de la fin qu'on voit dans le film. Et du coup je l'ai trouvé très lent. Genre j'ai dû vous montrer dans le date, l'action elle commence à partir en gros de la fête de fin d'études où les Jacob et les culottes viennent chez les Cullen et que là ils commencent à faire une alliance. Et en fait dans le bouquin ça arrive genre à partir de là. Tout le reste là c'est la vie de Bella et il se passe vraiment rien. Et donc ça m'a un peu laissé de marbre. Voilà, j'ai trouvé ça du coup très long. Mais voilà, j'aime toujours autant, hein. Enfin j'aime l'univers, c'est indéniable. Mais du coup je suis un peu restée sur ma faim parce que j'avais oublié que celui-là était comme ça. Parce que je l'ai lu, je pense, une fois, peut-être deux. Mais depuis, j'ai revu que l'adaptation. Et du coup, forcément, la transition, elle m'a un petit peu laissé sur ma faim, comme je le disais. Donc voilà. Mais sinon, c'était une bonne lecture. Je lirai le 4, je pense, début d'année prochaine, on verra. Sur une autre lecture en demi-teinte, pareil, j'ai lu le deuxième tome de Golden Sun. Enfin, Red Rising ou Golden Sun. Si ça n'avait pas été dans le cas du challenge où il fallait que j'aille au bout, je pense que je l'aurais DNF, j'aurais abandonné parce que ça ne le fait pas avec moi. Donc comme je vous ai dit dans l'update, je vais le garder sur mes étagères parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était leur préféré de la trilogie et qu'en plus c'était l'un des meilleurs livres qu'ils avaient lu. Donc j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté. Est-ce que c'est parce que je l'ai lu vite et longtemps après le premier
Donc est-ce qu'il faudrait que j'enchaîne les 3, 4 ou 5, je sais pas combien il y en a exactement, pour vraiment rester bien dedans à chaque fois. Mais déjà dans le premier j'avais été un peu mitigée, j'avais été très détachée des personnages. J'avais trouvé l'univers déjà très très complexe. Et les personnages, ouais, j'avais pas d'empathie pour eux. Vraiment, je les trouvais antipathiques. Donc voilà, là j'ai ressenti un peu la même chose. Il y a des choses prévisibles, genre vraiment ça se voit venir, j'ai pas été surprise, donc non, très déçue. Mais je le garde quand même parce que je pense qu'un jour où ma palle sera bien diminuée et que j'aurai moins de livres qui me font envie et que je pourrai me concentrer dessus, je relirai la trilogie. J'ai terminé une série que je dû vous présenter le tome 2 dans mon autre deck lecture de octobre ou de septembre. Je sais pas si je vous ai déjà des vidéos à ce moment-là. Enfin bref, j'avais repris Le Secret de l'Inventeur. J'avais lu le tome 2 qui m'avait moins transcendé que le premier parce que je retrouvais pas exactement l'univers steampunk que j'avais beaucoup aimé dans le premier. Et ça prenait une dimension, enfin le titre du tome 2 c'était Le Secret du Magicien, et je vous avoue que c'est pas un élément que j'ai retrouvé, enfin j'ai pas compris le titre en lisant le tome 2, et ce que je pense avoir compris, ça arrive vraiment dans les 150 dernières pages, donc c'était un petit peu déroutant, et je voyais pas trop ce que ça venait faire là. Ma foi, il me restait qu'un tome, donc je me suis dit on se lance pour voir où voulait nous emmener l'auteur. Et j'ai préféré ce tome là au 2, mais mon préféré reste quand même le premier. Après, voilà, est-ce que c'est parce que ça a mal vieilli ou est-ce que c'est parce que c'est très jeunesse, enfin, comme dans certains livres dont je vous ai parlé, j'ai trouvé que celui-ci, comment dire, certaines choses se réglaient vite. On passait vite sur certains éléments et certains éléments importants étaient passés sous silence. Donc, ma foi, la conclusion me convient, mais il aurait peut-être pu y avoir un voire 2 tomes en plus parce qu'on reste un peu dans le chou. Donc après, est-ce que c'était voulu faire une fin ouverte? Je me suis renseignée comme il n'y a pas de tome ensuite, hein, c'est vraiment le dernier. Mais voilà, donc ensuite là par contre, une très bonne surprise encore, j'étais pas encore sur YouTube à ce moment-là, mais j'avais lu le tome 2 des Chroniques lunaires, Marissa Meyer, dans l'année, le courant de l'année je crois cet été. Et il faut savoir que les Chroniques lunaires, j'avais lu Cinder il y a très longtemps, au moment de la hype, et j'avais vraiment pas aimé, pas forcément aimé. Mais comme je voyais partout qu'on disait que les tomes suivants c'était pas centré sur le même personnage et que ils étaient meilleurs, j'ai voulu poursuivre, donc j'avais le tome 2 et après j'ai eu le 3 dans ma palle, donc je me suis dit je vais persévérer. Et quand j'ai lu le tome 2, effectivement j'avais bien plus aimé que le tome 1 parce que dans le tome 1 j'avais pas aimé Cinder, je l'avais trouvé vraiment très nunuche, enfin je sais pas, ça m'avait un peu laissé de marbre. Cette réécriture de Cendrillon, après moi je suis pas très contre de base. Mais dans le tome 2 j'avais beaucoup aimé découvrir Scarlett et Lou. Et pareil j'avais davantage aimé Cinder dans ce tome là parce que j'ai trouvé qu'elle était bien plus déterminée, bien plus intéressante. Son évolution était très chouette. Et on a le personnage de Thorn, je sais pas comment le prononcer, qui est vraiment trop cool. Enfin vraiment le tome 2 m'avait réconcilié avec la saga et donc j'avais vraiment les yeux fermés sur le 3 et j'ai donc lu Cress. Et là, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très très bonne lecture. Je pense que c'est mon préféré pour l'instant. J'ai beaucoup aimé retrouver dans l'univers. J'ai aimé suivre ce personnage de Cress, même si il y a des moments où je me dis, elle a vraiment des réactions. Elle est nunuche. Vous voyez, elle est nunuche, elle est un peu sotte. Mais comme elle a vécu seule, en soi, c'est justifié, donc c'est compréhensible. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, pareil, les révélations qu'on a dans celui-ci. La tournure des événements, il y a des personnages qui réapparaissent un peu plus en avant dans l'histoire que j'aime beaucoup. Mais franchement là, j'entends beaucoup du 4 qui me fait un peu peur parce qu'il fait limite le double de ça. Et puis c'est Winter et moi je suis pas trop Blanche-Neige, vous voyez, je la trouve un peu nunuche cucu celle-là aussi en tant que princesse, donc on va voir comment ça va être exploité ici. Mais ouais, je suis très curieuse de lire la suite, ce sera pas pour tout de suite, c'est le cas de le dire par contre. Mais voilà, vraiment là je suis réconciliée avec cette série. Dans l'update, je vous dis que j'avais lu le tome 1 de Serpent and Dove, donc que je n'avais pas avec moi. Et j'ai lu ensuite le tome 2, j'ai enchaîné avec fin novembre. Que dire. Le tome 1, je vous le disais dans l'update, j'avais bien aimé, mais c'était pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à vraiment une histoire de sorcière assez sombre.
Et en fait j'ai trouvé que le premier tome avait beaucoup d'humour, il avait une dimension assez humoristique dans le sens où notre personnage principal, Lou, a beaucoup d'autodérision et elle fait tout le temps des blagues. Et du coup, il y avait vraiment une dimension second degré et humoristique dans le livre auquel je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très très sombre, très witchy, vraiment pas horrifique, mais pas des gentilles sorcières, vous voyez. Et j'avais bien aimé le personnage de Red dans le premier parce que je trouvais que ça changeait de voir un homme qui, du coup, comme il sert une certaine confrérie, qui a un rapport avec la religion, il est chaste, enfin voilà, il n'est pas porté sur les plaisirs de la chair. Et du coup, des fois, des blagues un peu tendancieuses, ça me mettait très mal à l'aise et il s'y connaissait pas trop en tout ça. Et ça, c'est un aspect que j'avais bien aimé. J'avais aussi adoré les personnages secondaires, notamment dans la deuxième moitié du premier livre. Des personnages vraiment très intéressants, que ce soit Coco, Ansel, Beau et tout. J'avais beaucoup aimé et donc du coup, je me suis dit, vu la fin du 1, j'attends un tome 2 un petit peu explosif, vous voyez. Et alors oui, il se passe des choses. J'ai vu que des gens étaient très mitigés sur ce deuxième tome. Moi, il m'a pas laissé en mode c'est de la merde. Il est pas bon à jeter pour moi, mais j'ai pas retrouvé forcément ce que j'avais aimé dans le premier, dans le sens où ici, la relation entre Lou et Red, je trouvais qu'il y avait une distance qui s'est instaurée. Genre vraiment comme si ils se retrouvaient pas. Genre vous voyez, dans le premier on avait un enemy to lover, et là on aurait plutôt un lover to enemy à la limite. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un conflit entre eux. Alors oui, il y a des choses qui le justifient, mais à ce stade, je trouvais qu'il y avait... qu'on ne retrouvait pas les personnages forcément qu'on avait eu dans le premier, à part pour les personnages secondaires. Encore une fois, les personnages secondaires dans ce tome-là, j'ai adoré, vraiment, c'était vraiment super cette dimension-là. Des éléments d'intrigue que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que là on a des nouvelles créatures qui arrivent dans l'univers. Mais ouais, autant Red, je comprends son conflit d'intérêt par rapport à ce qui se passe dans le premier et donc les répercussions qu'il y a ici. Autant Lou, je l'ai trouvé un petit peu vilaine. Je trouvais un peu détestable vis-à-vis de lui parce que... et un peu égoïste, surtout très égoïste dans ce tome-ci. Dans le sens où je disais... elle en fait qu'à sa tête. Vraiment, elle ne pense qu'à elle, elle ne pense pas aux autres et aux conséquences que ses choix peuvent avoir. Donc ça m'a un peu dérangée. La fin me laisse un peu de marbre. Donc je vous avoue que là, ce mois-ci, je vais enchaîner avec le 3 pour clore la trilogie et voir où ça nous mène. Mais j'en attends un peu beaucoup. Alors, il me reste 2 lectures à vous présenter. Et... ah mais il me reste 3, mais il y a un abandon malheureusement. Je vais vous en parler maintenant. J'ai abandonné Nevernight, le tome 1 de J. Christophe. Même moi ça me laisse stoïque parce que j'avais préco les éditions Full Black, là, les collectors. Je me suis dit, j'avais le 2, j'avais le 1 numérique, donc j'ai commencé le 1. Et ça l'a pas fait du tout. Et je suis trop déçue d'être déçue parce que après l'Empire du Vampire, je me suis dit ça peut être que bon. Enfin, J. Christophe, maintenant, je sais que j'adore son écriture. Il écrit des trucs, c'est super rythmé et tout machin. Mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait Nevernight. J'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas trouvé qu'il y avait d'attrait. Il y a pas de choses qui ont retenu mon attention et qui justifiaient que je continue en fait. J'avais pas envie d'y retourner. En plus, l'héroïne principale, ouais, elle me dégageait rien. Là, il faudrait que je vous fasse un résumé, je pourrais même pas parce que c'est déjà sorti de ma tête. Donc, dommage, fromage. Mais non, Nevernight, ce sera pas pour moi. Donc, pour vous dire, vous pouvez toujours essayer de me convaincre dans les commentaires ou autre. Mais pour vous dire, j'ai été me spoiler carrément le tome 1 pour me dire est-ce qu'à la fin, il se passe un truc qui me fait dire ah bah, je veux voir comment on en est arrivé en fait, donc il faut que je lise à fond. Et ça m'a laissé de marbre. Vraiment, donc malheureusement, c'est pas pour moi. Et pareil, dans une continuité de déception, malheureusement. Pareil, un livre sur lequel j'avais des attentes, mais tellement hautes. Vraiment, j'espérais tellement adorer ce livre. Je me voyais l'adorer, vraiment. Et pareil, c'était parce que, encore une fois, c'était dans le cadre du challenge Hunger Books que j'ai pas DNF, que j'ai pas abandonné parce que c'était une lecture laborieuse. J'ai lu La 9e maison de Leigh Bardugo, je sais pas comment on prononce. Et ça l'a pas fait du tout. Ça l'a pas fait du tout. Alors, Grisha, bof, ça j'ai pas aimé, à part le Darkling, comme perso, et on le voit passer à mon goût. C'est très jeunesse. Par contre, Six of Crows, vraiment coup de cœur. Coup de cœur. Et je me suis dit, La 9e maison, ça va être
un registre encore plus adulte, en plus Dark Academia et tout. Et je me suis dit, ça peut que être super dynamique et tout. Et en fait, il y a une alternance entre présent, passé. Je comprenais rien à ce que j'étais. Vraiment, j'ai eu du mal. Il fallait que je relise des trucs et tout pour essayer de comprendre. Ça a été compliqué. Et je pense que la Dark Academy, en fait, c'est pas pour moi. C'est comme je vous dis avec Adi Larue, c'est qu'il se passe rien. Et même quand il se passe quelque chose, c'est lent, c'est mou, c'est contemplatif. Alors, c'est pas du tout la plume le problème, c'est vraiment l'histoire elle-même et les personnages. Il n'y a pas de dialogue limite. On n'apprend pas à connaître les personnages. Et le peu qu'il y en a, je les trouve antipathiques. Et comme on alterne entre plusieurs points de vue et tout, enfin, plusieurs temporalités plutôt. Non, je suis trop dégoûtée. Vraiment, je suis trop dégoûtée de ne pas avoir aimé parce que quand je vois les coups de cœur qu'il y a eu pour ce livre, et moi je l'ai pas, je pense peut-être que je vais faire comme Golden Sun, enfin Red Rising, je vais garder sur mes stagiaires parce que j'aime le livre, hein, il est trop beau. Mais en plus, c'est un cadeau. Mais peut-être je le relirai un jour à tête reposée ou je suis pas dans un challenge où il faut que je lise vite. Mais là, non, ça n'a pas. Pareil, pour vous dire, pendant ma lecture, j'ai même évité de me spoiler la fin avant de le finir parce que voir si j'allais trouver un intérêt. Et pareil, la fin me laisse de marbre en fait. Genre, rien de fou. Et je suis la première déçue, croyez-moi. Mais voilà pour celui-là. Mais par contre, la pépite, la pépitasse, le coup de cœur, la dernière lecture. Enfin, c'était pas la dernière lecture, mais la dernière lecture que je vous présente, j'ai lu le tome 1 de Crescent City. Et là, Madre mio. Voilà, là oui, là d'accord. D'accord, Sarah Jimas, nous sommes réconciliés. Il faut savoir que Sarah Jimas et moi, alors, encore une fois, c'est aussi une autrice où il y a des polémiques. Je ne suis pas au courant, je ne me suis pas penchée dessus, je ne sais pas. Donc, si vous la trouvez problématique et qu'il y a des raisons, je les respecte. Si je me penche sur le sujet et que je vois que les raisons sont justifiées, pas de souci. Mais voilà, là, je la lis sans avoir cherché plus loin parce que je suis sur Bookstack de cette année et même j'ai entendu parler de polémique mais je me suis jamais penchée donc je ne préfère pas m'avancer sur quoi que ce soit. Concernant ce qu'elle écrit à Cotard, Un palais d'épines et de roses, j'ai lu le premier que j'ai beaucoup aimé, enfin l'action arrive quand même un peu tard. Fer ou Ferra, je sais pas comment vous le dites, un peu nunu sur le début, un peu naïve. Pareil, il y avait des sous-entendus un peu sexuels de certaines scènes à certains passages. Je dis bon, ok, si vous voulez. Par contre, le 2, il y a du smut partout, ça prend une tournure risible. De toute façon, moi, le smut, c'est un truc que quand c'est pas bien fait, c'est malaisant au possible. Donc ça m'a pas convaincue, j'ai pas encore lu la suite parce que j'avais vu passer que après on ne suivait plus les mêmes personnages et tout, donc je sais pas, ça m'a un peu coupé dans mon élan mais je poursuivrai. Mais du coup j'ai voulu lire Crescent City et en me disant est-ce qu'il va y avoir du cul à toutes les pages. Dieu merci non, mais bon quand il y en a, toujours aussi malaisant. Là je suis en train de lire le 2. Pour vous dire tout à l'heure, il y a eu une scène de smut après une séance de sport, transpiration et tout, ça me débecte. Vraiment, je trouve ça trop gênant, trop malaisant. En plus, quand l'auteur elle cale des trucs, genre cette incroyablement énorme, madame, il faut doser, hein, c'est bon. Enfin voilà, cette dimension smut, non. Après, dans celui-ci, ici on va retrouver Brice, on est dans un univers pareil avec fantasy, plein de créatures diverses et variées. Et elle vit sa petite vie, il va se passer un événement tragique, on a une ellipse de 2 ans et une des conséquences de cet événement tragique va ramener plein de choses sur le devant de la scène et du coup il va falloir enquêter. Elle va se retrouver à enquêter avec Hunt qui est un ange déchu. J'ai eu du mal avec la première partie parce que je trouvais pareil les personnages un peu antipathiques. Enfin, j'ai eu du mal à les apprécier dans le sens où je m'attendais à du très jeunesse et en fait c'est très adulte comme livre, comme histoire. L'écriture est totalement différente de Un palais d'épines et de roses. Donc ça j'étais vraiment agréablement surprise parce qu'on est vraiment sur un livre mature niveau écriture, aussi dans le contenu. Attention parce que Trevor Warning ils sont comme mon bras.
Mais c'est la bricasse et j'avais peur que ce soit très long, qu'il y ait des longueurs pas possibles et j'ai trouvé qu'en fait il n'y en avait pas tant que ça. C'est très dynamique, le côté enquête et tout, j'ai beaucoup aimé. Brice est une personnage au final que j'ai pu détester dans le début et après ça a été. Je l'aime beaucoup, je trouve que elle est assez déterminée. Bon, des fois elle est un peu égoïste, elle a un peu le syndrome du sauveur et ça me dérange un peu parce que on a beau la prévenir, elle va foncer tête baissée et mettre du monde en péril et ça me dérange un peu dans les bouquins. Le personnage de Hunt, un peu notre bad boy, love interest torturé, vous voyez. Donc voilà, ça fait très bien tout taf. Après voilà, c'est très dynamique, très rythmé. Vraiment les 300 dernières pages, 200 dernières pages, je pouvais plus lâcher le bouquin. J'avais l'impression qu'à chaque fin de chapitre, j'étais menée par le bouquin et chaque fin de chapitre ça pouvait être la fin du livre. Et on m'en redonnait. Vraiment, j'étais dans les DM de Marina et les mots. Elle avait mes réactions toutes les 10 pages, j'en pouvais plus vraiment, je soufflais pas. Donc vraiment coup de cœur. C'était vraiment top, ça s'est lu tout seul, j'ai lu en 3 jours à peine, donc pour vous dire, il y a quand même 1000 pages. Mais ouais, j'ai été vraiment surprise de Sarah J. Maas et ce livre, parce que j'en avais pas, j'avais des a priori, un peu, je pensais que ça allait être très cliché, mais pas du tout. Et là je suis en train de lire le tome 2 en lecture commune avec les filles. Et ma foi, on est encore sur du très très bon. Après c'est un univers très dense. J'ai trouvé que ça manquait peut-être d'un glossaire ou d'un lexique pour expliquer certains termes. Parce qu'à part nous donner les créatures qu'il y a dans les différentes maisons, on ne nous donne rien, on ne donne pas de contexte. Donc des fois il y avait des mots, des termes, des aspects de l'histoire où on est un peu perdu. Genre vraiment on est acculé d'informations, il faut les intégrer, les digérer. Et il faut s'accrocher, hein. C'est dense. Même encore, on a aussi beaucoup de personnages. Donc là dans le 2, des fois sur la lecture commune, je suis en mode attendez, celui-là on en a déjà parlé. Est-ce que c'est qui? Resituez-le parce que... Mais non, vraiment très très écoutez, je pense que je m'en suis pas mal sortie. Je pense que le fait d'avoir fait un update au milieu du mois de novembre, ça nous a épargné une vidéo qui aurait traîné en longueur. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais direct aller commencer et faire, pas juste commencer, mais faire le montage de cette vidéo pour la poster demain matin. Donc après, elle va pouvoir s'exporter tranquillement dans la soirée, dans la nuit. Et puis, comme j'ai un week-end très calme, je vais pouvoir lire beaucoup. Si jamais vous n'avez pas d'idée pour Noël, je vous mets en barre d'infos mes vidéos Il y a quoi dans ma hotte où je vous recommande des livres à offrir pour tout type d'âge et tout type de lecteur. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!